Un peu moins de 480 millions d'euros. C'est le prix que Canal+ vient de payer pour conserver les Coupes d'Europe et achever sa désintoxication de la Ligue 1. Et pourtant, souvenez-vous, il y a 20 ans, le football français était une arme vitale, une nécessité absolue pour abattre le concurrent de l'époque, TPS. Comment est-on passé de l'amour fou au divorce dans ce dernier volet de notre trilogie consacrée aux droits télévisés de la Ligue 1? Nous revenons sur 20 années de bouleversements, l'éphémère période Orange Sport, la révolution BeIN, le traumatisme Mediapro et la nouvelle ère Ligue 1+. Encyclopédia saison 1, épisode 3, c'est parti. Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Encyclopédia, votre rendez-vous mensuel consacré à l'histoire des médias. Retour le 10 décembre 2004, Canal+ acquiert l'exclusivité des droits du football français contre la somme pharaonique pour l'époque, 600 millions d'euros, une hausse de 52% par rapport au cycle précédent. Si à Canal, le champagne coule à flot, à TPS, c'est la stupeur. Comme le rapporte le quotidien sportif L'Équipe, la rédaction du bouquet Satellite n'y croyait pas une seconde. Pour eux, impossible que la Ligue tue la concurrence pour se jeter dans les bras d'un diffuseur en situation de monopole. L'excitation est à son comble toute la journée, jusqu'à 17h47. La dépêche AFP tombe, fatidique. Canal+ acquiert l'exclusivité de la diffusion de la Ligue 1 pour les années 2005 à 2008, annonce l'AFP dans une dépêche. Le choc est total. Un journaliste de TPS résumera parfaitement le sentiment d'humiliation. Le foot anglais qu'on avait shippé à Canal en mars, c'était censé être la cerise sur le gâteau. Mais là, il n'y a plus de gâteau du tout. Mais à l'étage du dessus, chez les actionnaires, l'ambiance n'est pas aux larmes, mais à la calculette. Patrick Lelay, le PDG de TF1, balaie la déception d'un revers de main et assure n'avoir aucun regret. Quant à Nicolas de Taverneau, le patron de M6, il se fait philosophe et pragmatique. Pour lui, il y a des batailles que l'on est heureux de perdre, il l'affirme sans détour. Au vu des montants, il aurait été déraisonnable pour TPS de suivre. Nicolas Rotkopf, le directeur général du pôle sport de TPS, était en première ligne sur ces négociations et contrairement à sa rédaction, lui n'a pas été surpris. Il nous raconte. Nous, on avait fait croire qu'on ferait une offre énorme et en fait, Patrick Lelay à l'époque n'avait pas réussi à convaincre Martin Bouygues. Et puis la Lyonnaise des Eaux non plus n'était pas convaincue de mettre des sommes très très élevées pour le foot, quoi. Et donc Canal+, qui avait cassé sa tirelire en mettant 600 millions d'euros, avait raflé la mise très largement. Je sais plus combien on avait offert. Nous, je crois qu'on avait offert 350, ce qui était déjà beaucoup. Mais Canal+ avait fait une offre très très supérieure à la nôtre. En 2004, le marché est en pleine mutation. D'un côté, l'explosion du haut débit permet désormais de recevoir la télévision par ADSL, fini la dictature de la parabole, et de l'autre, la TNT s'apprête à débarquer en mars 2005, faisant passer l'offre gratuite de 6 à 14 chaînes. Une révolution. Ce virage technologique n'échappe pas aux actionnaires de TPS. Ils voient arriver de nouveaux acteurs incontournables comme France Télécom. Sa filiale Orange change la donne, elle noue des partenariats avec les deux rivaux, Canal+ et TPS, pour les distribuer sur son offre Maligne TV. Désormais, un seul décodeur suffit pour accéder aux offres concurrentes. C'est le début de la convergence entre les télécoms et la télévision. Maligne, je peux tout lui demander. Comme nous l'apprend le quotidien sportif L'Équipe au printemps 2005, le PDG de TF1, Patrick Lelay, reçoit un appel de Didier Lombard, alors président de France Télécom. Patrick, j'ai pris une grande décision. Vous êtes assis ? J'ai décidé d'investir dans les images. Écoutez bien, ce n'est pas 1 million d'euros, pas des centaines de millions, mais des milliards que je vais investir. Didier, si vous avez besoin de quelqu'un pour les dépenser, surtout faites appel à moi. Ne plaisantez pas. J'ai trouvé l'homme pour gérer tout cela, c'est Xavier Couture. À cette époque, France Télécom est un véritable mastodonte financier. Son chiffre d'affaires, environ 47 milliards d'euros. C'est 16 fois plus que le groupe TF1.
Son bénéfice net, 3 milliards d'euros. C'est simple, le bénéfice de l'opérateur est supérieur au chiffre d'affaires total de la Une. Certes, la dette du groupe est colossale, mais l'entreprise est une véritable machine à cash. Patrick Lelay, le patron de TF1, est lucide, il a fait ses comptes, il comprend qu'il ne va pas avoir d'autre choix que de vendre. Et l'histoire bascule sur un court de tennis. À l'issue du parti, Lelay s'adresse à Jean-René Fourtou, le président de Vivendi, la maison mère de Canal+. Il lui lance, comme une boutade, « Vous ne voulez pas racheter TPS ?» Fourtou est interloqué. Vous êtes sérieux? Le lendemain, la machine est lancée. Et le 16 décembre 2005, c'est officiel, les frères ennemis annoncent la fusion. TPS va être absorbé par le groupe Canal+. La guerre des bouquets est terminée. On pourrait croire qu'avec un chèque record de 600 millions d'euros, c'est la lune de miel. Pas du tout. Ça sera un mariage orageux. Canal+ se retrouve en situation de monopole et décide de changer de ton, finit la séduction et place à l'exigence. La chaîne cryptée estime qu'elle paie le prix du caviar pour un produit moyen. Elle va donc exercer une pression constante sur la Ligue pour améliorer la qualité du spectacle, estimant que le produit Ligue 1 ne justifie pas un investissement aussi massif. Alexandre Bompard, alors directeur des sports de Canal à l'époque, ne mâche pas ses mots. Il réclame publiquement un championnat plus spectaculaire et pointe du doigt le manque de stars, le manque de suspense et surtout le manque de buts, à peine 2 par match. Le point de rupture est atteint en mars 2006, c'est l'affaire du match des Minots. Pour protester contre des problèmes de sécurité, l'Olympique de Marseille décide d'envoyer son équipe réserve au Parc des Princes, face au PSG. C'est le choc de l'année, le Classico, la vitrine de la Ligue 1, joué par l'équipe réserve marseillaise. Alexandre Bompard dénonce immédiatement un spectacle consternant. La chaîne s'estime flouée, elle a payé pour le Classico, pas pour un match de CFA2. Elle menace aussitôt de demander une réparation financière pour le préjudice d'image. Mais la tension monte d'un cran au sommet de la pyramide. S'ensuit une passe d'armes épistolaire d'une violence rare entre les deux patrons. C'est Frédéric Thiriez qui met le feu aux poudres. Pour marquer son indépendance, il ose déclarer publiquement qu'entre la Ligue et Canal+, il n'y a, je cite, « des relations d'affaires, ni plus, ni moins ». Au siège de Canal, la phrase est reçue comme une gifle. Après 20 ans de vie commune et des milliards d'euros versés, être ravalé au rang de simple client, l'humiliation ne passe pas. La riposte de Bertrand Maheu est cinglante. Dans un courrier au vitriol, il accuse frontalement la Ligue d'une, je cite, « incapacité à organiser le championnat dans le respect de ses engagements ». La rupture affective est consommée et derrière l'ego blessé, la machine de guerre se met en marche. L'objectif de la maison mère Vivendi est chiffré. Il faut réduire la facture de 200 à 250 millions d'euros. Cette attitude de Canal+ ne sort pas de nulle part. Elle est la conséquence directe de la fusion avec TPS. Pour la Ligue, ce mariage est un cauchemar. Frédéric Thiriez le sait. La prime stratégique, ce surplus d'argent que Canal+ a versé pour tuer son concurrent, n'a plus lieu d'être. Si Canal est seul, les prix vont mécaniquement baisser. Et les dirigeants de Vivendi et de Canal+ ne s'en cachent pas. Le message est délivré froidement par Jean-Bernard Lévy, le patron de Vivendi. Pour les vendeurs, la concurrence était une aubaine. Ils pouvaient obtenir un prix qui ne reflétait pas la valeur du produit. Nous allons désormais leur faire comprendre qu'ils doivent s'accorder avec nous. Sinon, nous pouvons nous passer de leurs produits. Et Bertrand Maheu, le patron de Canal, enfonce le clou sur l'aspect financier. Le tarif de 600 millions d'euros annuels incluait une prime stratégique liée à la concurrence. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Cette prime n'a donc plus de raison d'être. Le volet économique est réglé, reste le volet sportif. Et là, c'est Alexandre Bompard, le directeur des sports, qui se charge d'appuyer là où ça fait mal. Pour lui, la Ligue 1 ne vaut pas son prix. Il pose publiquement ces questions assassines. Combien de clubs gagnent des Coupes d'Europe ? Combien de grands joueurs y participent ? L'affluence dans les stades est-elle élevée ? Le nombre de buts est-il important ? Et quel est le barème UEFA de la France ? La réponse est dans la question. Sur tous ces critères, la Ligue 1 est à la traîne. Face à cette attaque en règle, Frédéric Thiriez bombe le torse et le martèle partout. Pas question d'une baisse des droits. Il l'affirme haut et fort, des 600 millions sont à prix plancher et Canal+ a besoin de la Ligue 1 pour survivre. Mais en coulisses, c'est le branle-bas de combat. La Ligue dépose un recours gracieux contre la fusion. L'idée n'est pas d'empêcher le mariage, jugé inévitable, mais de gagner du temps et d'exiger les mêmes règles que les autres sports, notamment sur la durée des contrats. Pendant ce temps, dans les clubs, l'angoisse des lendemains provoque des fractures. La question qui hante les présidents de clubs est simple.
Comment honorer les contrats de 4 ans signés avec les joueurs sur la base des tarifs actuels, si les recettes s'effondrent demain? La solidarité vole en éclats, les gros clubs, Lyon, le PSG, Lens, Bordeaux, Lille, commencent à se réunir en marge des instances officielles. Ils discutent ouvertement de s'émanciper de la Ligue et surtout de remettre en cause le système de répartition. Pourquoi verser 19% des recettes à la Ligue 2 quand on est soi-même en danger? La Ligue est attaquée de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Les rockers sont tenaces. Nicolas de Taverneau, le patron de M6 et actionnaire du défunt TPS, accuse la Ligue d'être responsable de la situation. Pour lui, en donnant l'exclusivité à Canal en 2004, la Ligue a tout simplement, je cite, tué TPS. Cernée de toutes parts, la Ligue doit trouver une porte de sortie, une alternative au monopole. La cible est toute trouvée, les opérateurs télécoms. Parmi les différents acteurs du marché, il y en a un qui est particulièrement actif sur le terrain du football. C'est France Télécom. L'opérateur historique ne débarque pas de nulle part, il possède les droits mobiles depuis 2001. Mais en janvier 2006, lors du nouvel appel à candidature, Orange change de braquet. La filiale de France Télécom remporte l'exclusivité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur mobile pour 29 millions d'euros, plus 200% par rapport au contrat précédent. Alors attention, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes début 2006, l'iPhone n'existe pas, les écrans sont minuscules et l'Internet illimité est un rêve lointain. Concrètement, pour 29 millions, Orange ne diffuse pas les matchs en direct, c'est impossible techniquement. L'opérateur achète le droit d'envoyer des clips, les buts et les meilleures actions en quasi-direct, quelques minutes après qu'ils aient lieu. C'est du foot en kit, pixelisé et à consommer sur un téléphone à clapper. Mais pour Orange, c'est stratégique. Didier Quillot, le directeur général, en est convaincu. Le football est le produit d'appel ultime pour vendre ses nouveaux forfaits haut débit, la 3G. Son objectif est chiffré, ce contrat doit lui permettre de gagner 4 à 5 points de part de marché. Mais le coup de génie se trouve ailleurs, du côté de la Ligue. En signant ce contrat, la LFP glisse un détail qui va tout changer. Elle aligne volontairement la fin des droits mobiles sur la fin des droits télé. Tout s'arrêtera en même temps en 2008. La manœuvre est limpide, la Ligue veut avoir les mains libres. Elle veut lancer à l'automne 2007 un appel d'offres multimédia. On ne raisonne plus par support, télé ou téléphone, mais par produit global. C'est la première pierre de la contre-attaque. La Ligue vient de créer les conditions idéales pour attirer Orange sur le terrain de Canal+. Mais il y a un problème de taille. Le principal intéressé ne l'est pas du tout. Vous êtes sérieux? Dès 2006, Orange tient un discours public de façade très clair. Circulez, il n'y a rien à voir. Patricia Langrand, la directrice des contenus de l'opérateur, se charge de refroidir les ardeurs de tout le monde. Pour elle, concurrencer Canal+ sur son terrain est une folie pure. Nos investissements doivent être rentables. Et pour prouver ses dires, elle sort sa calculatrice. La démonstration est implacable, suivez son raisonnement. Le ticket d'entrée est à 600 millions d'euros. Or, fin 2007, nous aurons à peine 1 million d'abonnés à la télé par ADSL. Sur ce million, disons que 10% sont fans de foot. Ça nous fait 100 000 clients potentiels. L'équation ne tient pas. Payer 600 millions pour 100 000 personnes, mathématiquement, c'est impossible. Mais attention, en affaires, il y a ce qu'on dit aux journalistes et ce qu'on dit aux juges. Car pendant qu'Orange clame partout que la Ligue 1 est trop chère, ses avocats s'activent en coulisses pour changer les règles du jeu. Orange fait le siège du Conseil de la concurrence avec une revendication précise, faire passer la durée des droits de 3 à 4 ans. L'opérateur abat ses cartes lors d'une séance à huis clos. Pour eux, cet allongement est une condition nécessaire à leur entrée sur le marché. La logique est purement financière. Si Orange doit signer un chèque colossal, il lui faut du temps pour le rentabiliser. 3 ans, c'est trop court pour amortir l'investissement. 4 ans, ça devient jouable. Et ce n'est pas tout. Orange soutient aussi une autre réforme capitale, la volonté de la Ligue de produire elle-même les images des matchs. Pour Canal, le diffuseur historique, c'est une hérésie. Filmer le match, c'est leur métier, leur savoir-faire. Mais pour Orange, c'est du bon sens. Orange est un opérateur télécom, pas une chaîne de télé. Ils n'ont pas de caméra, pas de réalisateur, pas de cas régie. Ce qu'ils veulent, c'est un produit clé en main, un flux vidéo prêt à être injecté dans leur tuyau ADSL. Si la Ligue s'occupe de la fabrication, la dernière barrière technique tombe. Sans faire de bruit, Orange est en train de lever un par un tous les obstacles à sa candidature. Le 30 novembre 2007, la Ligue dévoile sa stratégie. Ce nouvel appel d'offres n'est pas un simple document administratif, c'est une réponse structurelle,
pensé pour contourner le monopole de Canal+ et sauver les 600 millions d'euros des clubs. La méthode de la Ligue tient en un mot, le saucissonnage. Au lieu de vendre des gros blocs monolithiques, elle fragmente les droits en 12 lots distincts. L'objectif est mécanique, permettre à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché sans avoir à tout acheter. L'architecture est précise, d'un côté les lots premium, le match du dimanche soir, le lot 1, et une nouveauté cruciale, le grand match du samedi soir, le lot 3, comme à la belle époque de TPS. Et de l'autre, des lots fans, taillés sur mesure pour les opérateurs Internet. Ils permettent d'acheter uniquement les matchs d'un club spécifique, idéal pour fidéliser une clientèle locale. Canal+ perçoit immédiatement le danger de cette nouvelle architecture. La chaîne cryptée tente alors de bloquer le processus, ses avocats multiplient les recours devant le Conseil de la concurrence, le Conseil d'État et même devant le tribunal de grande instance pour demander la suspension pure et simple de l'appel d'offres. Leur argument, cette fragmentation et ces nouvelles règles empêcheraient le marché de se dérouler sereinement. C'est une véritable guérilla juridique pour gagner du temps, mais la justice tranche en faveur de la Ligue. Le 31 janvier 2008, malgré la pression, l'appel d'offres est maintenu. Les enveloppes sont prêtes, l'heure de vérité a sonné. Sur la ligne de départ, il y a foule. 9 candidats ont déposé un dossier, dont TF1, M6, France Télévisions pour le magazine En Clair, mais tout le monde attend le duel entre les deux poids lourds, Orange et Canal+. Quand les enveloppes financières sont ouvertes, c'est la douche froide pour la Ligue. Le total des offres atteint péniblement 450 millions d'euros. On est très loin du compte. La Ligue espérait au moins 660 millions, voire 750 dans ses rêves les plus fous. Mais que s'est-il passé? Eh bien, c'est simple. Canal+ a tenté un coup de poker magistral. La chaîne cryptée a volontairement misé très bas, en proposant une somme dérisoire, on parle de 200 à 250 millions d'euros, pour tenter de faire capoter l'appel d'offres. Le calcul de Canal est cynique. Si l'appel d'offres échoue, la Ligue sera forcée de négocier de gré à gré, et donc en position de faiblesse. Et là, Canal pourra dicter ses conditions et ses prix. Mais la Ligue ne tremble pas. Constatant que les prix de réserve ne sont pas atteints, elle refuse de se laisser intimider. Elle déclare le premier tour infructueux et lance immédiatement une seconde phase d'enchère. La pression change de camp, Canal+ comprend que son bluff a échoué et qu'Orange est vraiment en embuscade. S'ils ne remontent pas leur offre, ils risquent de tout perdre. Le dénouement a lieu quelques jours plus tard, le 6 février. Canal+, fidèle à sa stratégie de pression, joue avec les nerfs de la Ligue. La chaîne ne dépose son offre que 15 minutes avant la deadline. Mais en face, Orange n'est plus là pour faire de la figuration. En interne, pourtant, il y a eu débat sur la cible. Xavier Couture, le responsable des contenus d'Orange, visait le trône. Je souhaitais être acteur sur le match du dimanche soir. Si on voulait concurrencer Canal, il fallait le faire sur ce lot premium. Mais Didier Lombard, le PDG, tranche. Le dimanche soir est trop cher. Et surtout, il y a une ligne rouge politique. On ne doit pas tuer Canal+, qui est le grand argentier du cinéma français. Cette fois, les montants s'envolent. Le total atteint 668 millions d'euros par an. La Ligue est sauvée, elle a sécurisé son argent. Canal+ remporte le gros des droits, pour 465 millions d'euros par an, le grand match du dimanche soir et le pay-per-view. Paradoxalement, c'est une victoire financière pour la chaîne cryptée. Elle conserve l'essentiel, tout en payant beaucoup moins cher que les 600 millions d'euros du contrat précédent. Mais elle a perdu le monopole, car en face, Orange a frappé un grand coup. L'opérateur rafle 3 lots pour 203 millions d'euros. Et pas des moindres, Orange s'offre le lot mobile, un lot magazine, mais surtout le fameux lot 3, l'autre grand match, celui du samedi soir, comme TPS en son temps. Ce virement de bord spectaculaire, rappelez-vous qu'Orange jugeait la Ligue 1 impossible à acheter 2 ans plus tôt, alimente la rumeur la plus tenace du football français, l'ombre de l'Élysée. On murmure que Nicolas Sarkozy, président de la République, et ami intime de Frédéric Thiriez, aurait soufflé l'idée à Orange pour sauver les finances du foot français. Rodolphe Belmer, le patron de Canal, en est persuadé. Il le confiera même en 2019 dans les colonnes de l'Équipe. Vu le changement soudain d'Orange, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu une intervention de l'exécutif. Commence alors un véritable contre-la-montre industriel. Entre la victoire aux enchères en février et la reprise du championnat en août, Orange a 5 mois.
5 mois pour se transformer en chaîne de télévision crédible. Le premier obstacle est technique et il est de taille. À l'époque, la DSL d'Orange ne couvre que 50% du territoire français. C'est un problème majeur. Comment rentabiliser un investissement de 200 millions d'euros si un Français sur deux ne peut pas voir les matchs? La situation vient du ciel. En urgence, Orange négocie avec Eutelsat pour lancer une offre par satellite dès le mois de juillet. L'objectif est simple, couvrir 100% de la population pour ne laisser aucun abonné potentiel sur le bord de la route. Une fois les tuyaux posés, il faut remplir l'antenne. Et pour ça, il faut des visages. Denis Balbir, la voix du foot sur France Télévisions, est recruté pour les commentaires. Céline Géraud, venue de RMC, prend les commandes des soirées du samedi. Et pour l'image, on ne lésine pas sur les moyens. La chaîne confie la réalisation à Laurent Lachan, qui sort tout juste de l'Euro 2008. Mieux, Orange ajoute 5 caméras supplémentaires par rapport au dispositif standard de la Ligue. On veut du grand spectacle. Et le 9 août 2008, le pari est tenu. À 21h, à l'occasion du match Rennes-OM, le signal s'allume. Orange n'est plus seulement un opérateur téléphonique, c'est devenu un diffuseur télé. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux pour la nouvelle aventure Orange Foot? À partir du 9 août, vous allez pouvoir vivre les matchs comme vous ne l'avez jamais fait avant. Imaginez le match phare du samedi soir, en haute définition et en direct, avec un service interactif complètement inédit. Vous pourrez recevoir sur votre téléviseur des statistiques pendant que le match se déroule en direct. Toi Céline, tu présenteras l'avant-match avec nos consultants. Et toi Denis, à 21h, tu commenteras le match avec Yuri Djorkaeff, mais aussi avec Florian Janton, qui sera sur le terrain. Côté commercial, l'offre est agressive. La chaîne baptisée Orange Foot est vendue 6 € par mois. Mais il y a une condition, il faut être abonné à une box Orange. La stratégie est claire, le football n'est pas une fin en soi, c'est un produit d'appel pour vendre des abonnements Internet et téléphone. Pour le consommateur, l'addition grimpe très vite. Si l'on cumule l'abonnement Internet, la location de la Livebox, l'abonnement téléphonique ligne fixe et l'option foot, le ticket d'entrée frôle les 49 € par mois. Pire, pour les 50% de Français non éligibles à la DSL, Orange propose une solution par satellite. Mais là encore, il y a un coût caché. Si le décodeur est fourni, l'installation de la parabole reste à la charge du client. Coût de l'opération, 100 €. Résultat, les barrières à l'entrée sont dissuasives. En septembre 2008, un mois après le lancement, la chaîne ne compte que 50 000 abonnés. Un chiffre dérisoire qui inquiète la Ligue et les sponsors. La Ligue 1 est devenue confidentielle. Face à cette stratégie de verrouillage, la concurrence riposte sur le terrain juridique. Free et SFR attaquent Orange pour vente subordonnée, une pratique illégale au regard du Code de la consommation. Le couperet tombe en février 2009, le tribunal de commerce de Paris condamne l'opérateur historique, le jugement est sans appel, Orange doit cesser immédiatement de lier la vente de sa chaîne à ses forfaits Internet. Les conséquences sont désastreuses. En pleine saison, la commercialisation d'Orange Sport est totalement stoppée. Pendant près de 3 mois, l'opérateur se retrouve dans une situation ubuesque. Il possède les droits, il diffuse les matchs, mais il a l'interdiction de recruter de nouveaux abonnés. Une paralysie totale. Il faudra attendre le mois de mai 2009 pour que la Cour d'appel de Paris annule le jugement et autorise à nouveau la vente liée. Orange a sauvé son modèle sur le plan légal, mais le mal est fait. La dynamique commerciale est brisée et le retard accumulé ne sera jamais rattrapé. Paradoxalement, si en coulisses c'est la guerre juridique, à l'antenne le résultat est surprenant. Orange Sport n'a pas l'intention d'être une simple chaîne de télévision, l'ambition affichée est beaucoup plus grande. Il s'agit d'inventer la télévision du futur. Pour se démarquer du style expert et parisien de Canal+, Orange choisit un créneau délibérément plus populaire. Fini les plateaux feutrés en studio, l'équipe éditoriale s'installe directement sur la pelouse, au cœur des stades. Mais là où Orange frappe le plus fort, c'est sur la technologie. La chaîne devient un véritable laboratoire de la convergence. C'est la promesse du multi-écran. Le match n'est plus seulement à la télé, il est sur l'ordinateur et dans la poche sur le mobile. Responsable éditorial de Orange Sport, Sébastien Dourvert nous raconte. On a fait des trucs, on a fait Sport Expérience, c'était un programme technologique et sport où on utilisait des super ralentis. On parle de ça il y a quand même plus de 15 ans. Avec des sportifs, pour voir comment leur corps se déformait. On a fait le match du siècle où on mettait en scène les gens qui revivaient les grandes épopées du sport français. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait des choses aujourd'hui, étant donné l'état dans lequel se trouve la télévision et à quel point maintenant on regarde où est-ce qu'on met 5 centimes de l'euro.
Aujourd'hui, j'arrive devant un patron de chaîne et je lui dis qu'on va faire ça, il me regarde en rigolant. Enfin, pour ne pas être Orange Samedi Soir, une chaîne qui ne diffuserait qu'un match par semaine, Orange Sport étoffe sa grille à vitesse grand V. Xavier Couture, le directeur des contenus, achète tout ce qui bouge, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne, le tennis avec les Master 1000, et même un gros coup, l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations. Il signe même des consultants de luxe hors football, comme Sébastien Chabal pour le rugby ou Joachim Noah pour la NBA. Cette soif de remplissage va parfois jusqu'à l'absurde. Pour satisfaire des partenariats politiques avec le mouvement olympique, la chaîne se retrouve à diffuser tout et n'importe quoi, comme cette anecdote surréaliste. Et finalement, Orange, ça avait aussi cette vertu-là. C'est-à-dire que ça avait aussi la vertu parce qu'il fallait qu'on se fasse, entre guillemets, il fallait qu'on monte patte blanche, il fallait qu'on se fasse bien voir avec le CNOSF, c'était très important. On avait des gros accords avec eux aussi, il n'y avait pas que du sport premium. Vous savez, dans les accords CNOSF, ce qui aujourd'hui est diffusé par Sport en France, il y avait des choses qui étaient diffusées sur Orange, qui étaient sous notre contrôle, et qui déjà... qui passait par Patrick Chen, parce qu'en fait la structure sport en France c'est un peu une émanation de Sport Ever à l'époque. Et si vous voulez vraiment qu'on fasse de l'historique, c'est un peu trop précis et trop dans le détail, mais donc on avait aussi cette vocation-là. Je me souviens que vraiment il n'y a aucun mépris là-dedans, je le précise en précaution oratoire. Je me souviens quand même qu'on a ouvert une chaîne événementielle. Parce qu'on pouvait faire ça, vous voyez, sur les box, c'était très techno, ils adoraient faire des trucs comme ça. Je me souviens qu'on a quand même ouvert une chaîne événementielle un samedi pour diffuser la finale de kayak polo du championnat de France. Du kayak polo, hein, c'est des mecs en kayak, vous savez, qui avec la rame, qui lancent le ballon à travers comme un panier de basket. Pardon, j'ai rigolé, mais c'est un sport très dur à faire, hein. Mais on l'a fait. Voilà, dans les accords qu'on avait avec le CNOSF, on avait cette vocation-là qui consistait à diffuser des sports moins médiatisés. Donc Orange, ça faisait aussi ça, quand même. Le produit est beau, le produit est moderne, le produit est innovant. Alors oui, les chiffres d'abonnés ne décolleront jamais vraiment, plombés par ce modèle économique ultra restrictif, mais réduire l'aventure Orange Sport à un simple échec commercial serait injuste. Car pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, c'était une parenthèse enchantée, une aventure de pionnier. Imaginez, une équipe jeune, construite de toutes pièces, à qui on donne des moyens colossaux, et une page blanche pour bousculer le mastodonte Canal+. Il régnait dans les couloirs une liberté de ton et de création totale. C'est précisément ce que retient Sébastien Dourvert. Il se souvient de ce choc des cultures, débarqué chez un opérateur téléphonique pour construire, à partir de rien, une télévision en mode commando. Arriver, sortir une chaîne ex nihilo avec parfois des droits ultra premium ou des aventures totalement incroyables. Je veux dire, sportivement, c'était peut-être pas le sommet de sa carrière, mais on a accompagné Jean-Marc Mormec jusqu'au combat contre Klitschko, qui fait la une de l'équipe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs en fait que vous vivez pas tous les jours quand ça sort de terre, quoi, en fait. Et vous vous retrouvez. Je le dis avec beaucoup de gentillesse et aucune arrogance, aucun dédain. C'est tout l'inverse, parce que moi j'ai adoré ça. Vous arrivez chez Orange, vous êtes dans des bâtiments d'une boîte de techno en fait. Vous arrivez, les gens ils vendent des forfaits téléphoniques. J'exagère parce qu'on était à la direction des contenus, mais vous êtes dans une ambiance qui est éloignée, très éloignée des ambiances de rédaction et de chaînes de télévision classiques. Vous avez des discussions, des réunions qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'était super intéressant. C'était extrêmement étonnant. Moi, par exemple, dans mon équipe, il devait y avoir, suivant les moments, entre 10 ou 15 chefs de projet, vous voyez, et qui encadraient, faisaient le suivi, etc., avec nos différents producteurs, et principalement donc avec Sport Ever, mais il y en avait d'autres. Et il y avait tout un jeu comme ça de savoir comment on allait produire, parce qu'il n'y a pas de structure en fait. Vous voyez, tout était chez Cognac G, etc. Donc il y avait un espèce de millefeuille à gérer qui était très différent de celle d'une chaîne classique où vous bénéficiez de la structure de la chaîne, parce que vous avez des studios, parce que vous avez des choses comme ça. Là, il n'y avait pas de studio, il n'y avait rien, donc il fallait les sortir de terre, quoi.
Il fallait passer des accords avec AMP Visual, il fallait etc. Mais voilà, c'était pas, il n'y avait pas de structure de chaîne de télévision. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'était pas un groupe de médias. Donc en fait, il y avait plein de questions où vous n'aviez pas d'interlocuteur. Il y avait plein de trucs où comment on fait, il va falloir inventer entre guillemets comment on va le faire parce que on n'y a pas forcément totalement pensé. Donc voilà, c'était parfois assez étonnant, mais comment était l'ambiance? C'était exceptionnel. C'est exceptionnel à vivre. Vous arrivez, vous avez un géant des télécommunications qui décide de lancer une chaîne, qui vous dit on met les moyens qu'il faut et ça sort de terre. Si vous vous éclatez pas quand on vous dit ça dans nos métiers, faut faire autre chose. Donc l'ambiance, elle était exceptionnelle. Et pourtant, derrière les promesses techniques, les comptes virent au rouge vif. L'équation économique est impossible. Orange dépense 203 millions d'euros par an pour le foot, mais ne recrute pas assez d'abonnés. Fin mars 2009, ils ne sont que 112 000. Au meilleur de sa forme, la chaîne plafonnera péniblement à 400 000 abonnés. Le résultat est un gouffre financier. La division contenu perd près de 300 millions d'euros par an. Le coup de grâce arrive en 2010, avec un changement de casting au sommet. Didier Lombard, le PDG qui voulait faire du contenu l'oxygène des réseaux, est remplacé par Stéphane Richard. Le nouveau patron est un pragmatique, il fait l'inventaire et tranche dans le vif. Pour lui, dépenser des centaines de millions pour si peu d'abonnés est une hérésie. Sa sentence est sans appel. Si je devais prendre la décision demain de renouveler les droits du foot, je ne le ferais pas. Quand Stéphane Richard siffle la fin de la récréation en 2010, la stratégie est claire. Il faut arrêter les frais, oui, mais pas n'importe comment. Orange a investi des centaines de millions, construit une régie, recruté 400 000 abonnés. Pas question de tout jeter à la poubelle. Alors commence alors une tournée des popotes assez surréaliste. Orange cherche désespérément quelqu'un pour reprendre le bébé. Première piste, refiler le paquet à ses vrais parents, la Ligue et les clubs. Orange fait une proposition incroyable, le don pur et simple. Stéphane Richard dit en substance à la Ligue « Prenez la chaîne, prenez les abonnés, c'est cadeau, devenez votre propre diffuseur ». Mais les présidents de clubs, Jean-Michel Aulas et Michel Seydoux en tête, flairent le cadeau empoisonné. Ils regardent le business plan de Xavier Couture, voient les pertes abyssales et disent non. Ils veulent de l'argent, pas des dettes. Deuxième piste, faire la paix avec l'ennemi, Canal+. En discutant haut lieu, l'idée est de fusionner le cinéma, Orange Cinéma Série et TPS Star, et de partager la facture du foot. Mais Canal+ est en position de force, Bertrand Beheux refuse de payer pour sauver son concurrent. C'est là qu'il lâche sa fameuse phrase « Je ne suis pas la mutuelle sociale du football français ». La porte claque. Troisième piste, l'américain, le géant ESPN, filiale de Disney, regarde le dossier avec intérêt. Mais pour exister en France, il faut être distribué sur le satellite. Or, le maître du satellite à ce moment, c'est CanalSat. Et Canal+ n'a aucune intention d'ouvrir la porte à un ogre américain. Le blocage est total. Orange se retrouve dans une impasse. Personne ne veut de sa chaîne. C'est alors vers 2011 que la solution émerge. Les Qataris d'Al Jazeera Sport préparent leur débarquement en France, avec ce qui deviendra plus tard beIN Sport. Ils ont l'argent, mais ils partent de zéro abonnés, zéro structure. Les intérêts convergent parfaitement, Orange veut sortir, et les Qataris veulent entrer vite. Le deal est gagnant-gagnant, Orange ne vend pas sa chaîne, mais il vend un héritage. D'abord, les restes des droits sportifs. Le tennis et l'athlétisme sont cédés aux Qataris pour une bouchée de pain, moins de 2 millions d'euros, mais le trésor de guerre, ce sont les abonnés. Orange s'engage à mener une vaste campagne pour convertir ses 400 000 clients Orange Sport vers la future chaîne beIN Sport. Et en échange, Orange négocie la distribution de la chaîne Qatari sur ses box. La boucle est bouclée, l'opérateur télécom renonce à ses rêves d'éditeur pour redevenir un simple distributeur. Le terrain est libre, Orange s'efface, Canal+ pense avoir gagné la guerre, mais un nouvel acteur prépare son arrivée. Je suis figuré par Jean-Pierre Alcaraz. 93.9 FM. Encyclomédia sur Radio Campus Paris. Début 2011, la Ligue de football professionnel doit gérer l'après-Orange. Le diagnostic est simple, avec le retrait de l'opérateur, Canal+ se retrouve en situation de quasi-monopole. Le risque d'une chute brutale du montant des droits est réel. Face à cette menace, la Ligue adopte une stratégie d'anticipation. Alors que le marché attendait des enchères pour la fin de l'année 2011, la Ligue surprend tout le monde en lançant l'appel d'offres dès le mois de mai 2011.
soit plus d'1 an avant le début de la saison 2012-2013. En parallèle, pour ne pas arriver les mains vides face à Canal+, la Ligue lance sa propre chaîne, CFoot, sur la TNT payante. L'objectif est stratégique, démontrer qu'elle possède une solution de repli pour diffuser ses matchs si les offres sont jugées insuffisantes. Le verdict des enchères tombe le 23 juin 2011. La Ligue a fixé un prix de réserve global de 600 millions d'euros. Ce montant n'est pas atteint, mais les résultats dessinent un nouveau paysage audiovisuel. D'un côté, Canal+ sécurise ses fondamentaux. La chaîne cryptée débourse 420 millions d'euros pour acquérir les 4 premiers lots. Elle conserve ainsi les meilleures affiches, le match du dimanche soir, celui du samedi 17h et ses magazines phares. Pour Canal, l'opération est financièrement intéressante. Elle verrouille le premium pour un montant inférieur à son contrat précédent. De l'autre, un nouvel acteur fait son entrée, Al Jazeera Sport. Le groupe qatari, encore méconnu du grand public, investit 90 millions d'euros pour le lot 5. Ce lot comprend une affiche le vendredi soir et une autre le dimanche après-midi. À ce stade, leur investissement reste mesuré. Ils mettent simplement un pied dans la porte. Au soir du 23 juin, la Ligue a donc sécurisé 510 millions d'euros. L'essentiel est sauf, le monopole de Canal est brisé et un concurrent aux ressources illimitées est entré dans le jeu. Cependant, le compte n'y est pas encore. Plusieurs lots n'ont pas trouvé preneur, faute d'offres suffisantes. C'est le cas des droits mobiles, pour lesquels Orange n'a proposé que 10 millions d'euros. Mais surtout du lot 6, qui contient le reste des matchs, soit le lot le plus important de la compétition. Ces lots invendus vont devoir être négociés de gré à gré dans les semaines suivantes, une opportunité que les Qataris ne vont pas tarder à saisir. Ce paquet, baptisé 100% Ligue 1, est stratégique. Il regroupe les 6 autres matchs de chaque journée, ceux qui ne sont pas des affiches premium. Historiquement, c'est le périmètre de Foot+, les matchs du ventre mou diffusés en paiement à la séance. Lors du premier tour, ce lot n'a pas trouvé preneur. Le prix de réserve fixé par la Ligue, 90 millions d'euros, a été jugé dissuasif. C'est ici que Canal+ va opérer un virage historique. La chaîne cryptée, qui a déjà sécurisé les meilleures affiches pour 420 millions d'euros, décide de faire l'impasse. Elle renonce volontairement à l'exhaustivité. Sa nouvelle stratégie est claire, se concentrer sur l'événementiel et abandonner le volume. Pour le groupe qatari, cette acquisition change tout. En additionnant le lot 5, remporté aux enchères avec 2 matchs, et ce lot 6, la future chaîne beIN Sport se retrouve titulaire de 8 matchs sur 10 par journée. Mathématiquement, le basculement est total. Canal+ conserve les affiches, le prestige et les grosses audiences, mais Al Jazeera s'empare de 80% du volume de la Ligue 1. Le 1er juin 2012, beIN Sport arrive sur le marché français et la stratégie de rupture repose sur 2 piliers. Tout d'abord, le prix. beIN fixe son abonnement à 11 € par mois sans engagement. Le choc est brutal. À titre de comparaison, l'abonnement à Canal avoisine les 40 € par mois avec un engagement de 12 mois. Ce différentiel colossal rend l'offre qatari irrésistible pour le consommateur et devient le moteur principal de son recrutement. Second pilier, la distribution. Ici, c'est la guerre. Canal+, qui contrôle le bouquet satellitaire CanalSat, la porte d'entrée principale de la télévision payante, refuse initialement de distribuer son concurrent. Pour exister, beIN contourne le blocus en signant directement avec les fournisseurs d'accès Internet tels que Free, Orange, SFR ou encore Numéricable. Devant le risque de voir ses propres abonnés résiliés pour aller chercher le foot ailleurs, Canal finit par céder. Dès la rentrée de septembre 2012, l'embargo est levé, beIN Sport devient accessible sur CanalSat en option. Si la paix commerciale est signée, la guerre juridique, elle, fait rage. En juillet 2013, Canal+ assigne beIN pour concurrence déloyale, dénonçant les fonds illimités de l'État qatari. Mais Frédéric Thiriez, le patron de la Ligue, refuse de pleurer sur le sort de Canal+. Au contraire, il les tense publiquement. Arrêtons la paranoïa. Personne ne veut la mort de Canal+. C'est une chaîne historique qui soutient le cinéma, la création, mais en même temps, il faut que Canal+ accepte d'être en concurrence. Frédéric Thiriez, le patron de la Ligue, sent que la rivalité est à son comble. Il décide alors de lancer l'appel d'offres pour la période 2016-2020 avec 2 ans d'avance. Son argument, le produit a changé. Le PSG a été racheté par le Qatar, Monaco par un milliardaire russe, et la Ligue 1 donc a changé de dimension. Il faut que Canal+ panique. Alors Thiriez adopte une posture offensive dans la presse et critique ouvertement la stratégie de Bertrand Méheux. Sacré coup de poker. Prise de panique à l'idée de perdre son produit phare face aux Qataris, mais ce que l'on ignore à l'époque, c'est que le sort de la chaîne se joue bien au-dessus de la Ligue. Il se joue à l'Élysée. On l'apprendra 2 ans plus tard dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». François Hollande est intervenu personnellement.
Alerté sur le risque de faillite de Canal+, et donc du cinéma français, le président de la République appelle l'émir du Qatar. J'ai appelé l'émir et je lui ai dit « Vous allez venir en France, on vous a défendu par rapport aux Saoudiens. Mais là, qu'allez-vous faire sur les Rafales ? Il y a aussi l'histoire du foot. Je souhaite qu'il y ait un partage. » Le message est reçu, le partage a eu lieu. Rassurée politiquement, mais contrainte financièrement, la chaîne cryptée fait all-in pour sécuriser les 3 meilleures affiches de chaque journée. Beansport, Beau Joueur ou Bon Diplomate se contentent du reste. Le résultat est d'une inflation record, le montant global des droits grimpe à 748,5 millions d'euros par an. Canal+ sauve sa peau, mais à quel prix ? Elle doit payer beaucoup plus cher pour garder ses matchs premium. De son côté, Beansport conserve l'essentiel du volume et s'installe durablement dans le paysage. Pourtant, au soir des résultats, Frédéric Thiriez affiche une satisfaction mesurée, presque boudeuse. Il lâche cette phrase étonnante. C'est un chiffre proche de ce que nous souhaitions. Ce n'est pas un triomphe, mais un résultat honorable. J'aurais aimé plus. J'aurais aimé plus. Cette phrase résume la fuite en avant du football français. 2015. Vincent Bolloré prend le contrôle de Vivendi et de Canal+. Il fait un constat simple. Canal+ est exsangue suite aux surenchères sur les droits sportifs et beIN perd toujours des milliards. Pour lui, la guerre est finie. Il décide de transformer l'ennemi en allié. Début 2016, il tente de signer un accord de distribution exclusive avec beIN, proposant de leur verser 400 millions d'euros par an. L'accord semble fait jusqu'au veto de l'autorité de la concurrence en juin 2016. Le régulateur interdit l'opération, craignant la reconstitution d'un monopole. C'est un coup d'arrêt brutal. L'économiste du sport Pierre Rondeau revient sur cet épisode charnière. Pour lui, l'interdiction de cet accord exclusif a empêché la stabilisation du marché que les deux géants espéraient. Ils sont devenus partenaires de diffusion, autrement dit, c'est Canal qui, dès 2016, se charge d'assurer la diffusion de beansport sur les ondes françaises. Donc ils deviennent partenaires, partenaires entre guillemets amis, et donc collaborateurs, et à partir de là, ils peuvent s'entendre sur les prix lors d'une mise en concurrence de vente d'appels d'offres. Donc il y a une inquiétude de la part de la Ligue de constater que, jusqu'ici concurrents, dans un duopole, on va dire, où cette concurrence aurait pu faire grimper le montant des droits TV, ils se rendent compte que beIN et Canal pourraient s'entendre sur un prix. Comme ils se connaissent, ils pourraient parfaitement, avant l'appel d'offres, s'entendre en disant, voilà, concrètement, mais 400, moi je mets 200, et on fait une Ligue 1 à 600 millions d'euros, c'est bon, c'est parfait pour nous. Ce que la Ligue ne veut pas. Donc la Ligue, sachant après cette conclusion du Boston Group Consulting que la Ligue 1 peut être valorisée à 1 milliard, la Ligue va chercher à trouver un troisième acteur concurrentiel pour assurer, donc je le répète, cette concurrence et pour assurer la valorisation des droits TV. Faute de mariage, les deux groupes optent pour une paix armée. Canal+ et beIN cessent de surenchérir l'un contre l'autre, une alliance de circonstances indispensable pour reconstituer leur marge. Mais cette accalmie sera de courte durée. Un peu moins d'un an plus tard, l'UEFA remet en jeu les droits des Coupes d'Europe pour la période 2018-2021. Et dès le premier tour, SFR, qui appartient au groupe Altice, dirigé par Patrick Drahi, affiche ses ambitions en s'offrant la Ligue Europa pour 35 millions d'euros par saison. Mais l'enjeu principal reste la Ligue des Champions. Au deuxième tour, les offres conjointes de Canal et beIN avoisinent les 300 millions d'euros. Les deux partenaires pensent avoir sécurisé le marché. L'UEFA fait durer le suspense quelques jours, jusqu'à la soirée du mercredi 10 mai 2017. Il est un peu plus de 23 heures, Patrick Drahi vient de remporter la mise. Le groupe Altice s'empare de l'intégralité des Coupes d'Europe pour 350 millions d'euros par saison. C'est un changement d'échelle radical, le montant est plus du double du contrat précédent qui s'élevait à 165 millions. Au même moment, l'UEFA informe le dirigeant de Canal et de beIN, ils viennent de perdre l'un de leurs droits socles. Si la Ligue observe le coup de folie de SFR avec attention, un homme en particulier sourit. C'est Didier Quillot, qui est devenu le directeur général exécutif de la LFP. Arrivé en 2016 avec un profil télécom, il est passé par Orange, il a une mission unique, faire exploser les droits TV pour la période 2020-2024. Son objectif est chiffré, obsessionnel, le milliard d'euros. À l'époque, la Ligue 1 ne touche que 726 millions d'euros par an, loin derrière ses voisins européens. Pour Quillot, c'est une anomalie de marché qu'il faut corriger.
Et tout commence dans la plus grande des discrétions, à l'été 2017. Dans les rues de Paris, un homme marche incognito. Il s'appelle Jaume Roures, c'est le patron de Mediapro. Le personnage est atypique, homme d'affaires catalan, trotskiste revendiqué. Il est connu pour gérer les droits de la Liga espagnole, mais aussi pour produire les films de Woody Allen, comme Vicky Cristina Barcelona. Ce jour-là, il déjeune en secret avec Didier Quillot. Le courant passe, Quillot tient son troisième homme, celui qui servira de lièvre pour faire courir Canal+ et beIN. Fort de ce contact, Didier Quillot s'enferme avec le cabinet d'avocats Clifford Chance pour concevoir la mécanique du prochain appel d'offres. Ils étudient tout. Ils envisagent même des enchères à la bougie. Le résultat est un appel d'offres que l'équipe qualifiera de diabolique. Didier Quillot, lui, préfère le terme de sophistiqué. La stratégie repose sur 2 leviers psychologiques. 1. La complexité, puisque l'appel d'offres est volontairement illisible pour créer de l'incertitude. Quillot l'assume totalement, on voulait le rendre anxiogène pour inciter les participants à payer le plus possible. Et 2. La sous-licence. C'est une nouveauté cruciale, le règlement autorise désormais le vainqueur à revendre ses droits après coup. Cela permet d'attirer des grossistes ou des agences comme Mediapro qui peuvent acheter pour revendre plus tard à un diffuseur. À l'automne 2017, Quillot estime que les planètes sont alignées. Le produit Ligue 1 est à son zénith, Neymar et Mbappé viennent de signer au PSG, les audiences sur Canal bondissent de 25%, c'est le moment de vendre. Pourtant, des voix s'élèvent pour appeler à la prudence. Noël Le Graët, le patron de la fédération, est sceptique. Il n'aime pas l'idée de vendre les droits 3 ans à l'avance dans un marché aussi volatile. Il prévient. Le paysage n'arrête pas de changer. Moi, j'organiserai ça 1 an et demi avant, mais je n'impose rien, je donne juste mon avis. Les diffuseurs historiques traînent aussi des pieds. Patrick Drahi pour SFR, Vincent Bolloré pour Canal et les Qataris de beIN font savoir qu'ils ne sont pas pressés. Mais Didier Quillot fonce, il est persuadé que son piège va fonctionner. Il arpente les salons médiatiques, cite ouvertement les noms de Mediapro, Amazon ou IMG aux journalistes. Personne ne le croit, tout le monde pense qu'il bluffe pour faire peur à Canal+. Sauf que pour une fois, ce n'était pas du bluff. 29 mai 2018, c'est le jour J. Les candidats s'enferment chacun dans un bunker secret accompagné d'un huissier de justice. La règle est cruelle, ils remettent une offre pour un lot. Si le lot est attribué, on passe au suivant. Sinon, ils n'ont que 15 minutes pour reformuler un nouveau prix. De quoi devenir fou. Les états-majors sont dispersés dans Paris. Maxime Saada, le patron de Canal+, a privatisé un étage du siège de Vivendi, place de l'Étoile. Jaume Roures, le patron de Mediapro, est caché dans un hôtel parisien. Personne ne l'attendait. Et au cabinet d'avocats Clifford Chance, près de l'Élysée, le comité de pilotage de la Ligue attend les enveloppes. Dès la matinée, le tonnerre gronde. Le premier lot, le plus prestigieux, l'affiche du dimanche soir, échappe à Canal+. Dans son bunker, Maxime Saada panique. Il ne sait pas qui a gagné. Il pense que c'est SFR. Il se dit donc que SFR n'a plus d'argent pour la suite. Alors il tente une stratégie suicidaire, faire échouer l'appel d'offres. Pour les lots suivants, il ne propose que des miettes, 10 millions d'euros. Son but, empêcher la Ligue d'atteindre son prix de réserve, le prix minimum pour annuler la vente. Sauf que Maxime Saada se trompe, il ne sait pas que dans l'hôtel d'à côté, Mediapro vient de poser 590 millions d'euros sur la table pour les 2 premiers lots. Avec l'enchère de beIN, 330 millions, le compte y est, le prix de réserve est explosé et la vente continue. Canal+ tente bien de revenir dans le match sur le 4e lot, mais se fait doubler de 20 millions par Mediapro. La fin de journée vire à la farce tragique. Pour les derniers lots, les magazines, l'huissier présent chez Vivendi n'en croit pas ses yeux. Maxime Saada s'amuse à miser 1 euro symbolique. C'est un doigt d'honneur à la Ligue. Le soir tombe. Le montant total atteint 1,15 milliard d'euros. C'est le jackpot, le record absolu. Didier Quillot a réussi son pari, mais à quel prix ? Canal+, le diffuseur historique depuis 1984, repart les mains vides. 0 match. Maxime Saada, sonné mais lucide, lance immédiatement la contre-attaque médiatique. Dans l'équipe, il joue la carte de la sérénité. Je n'ai pas le numéro de Jaume Roures, mais je suis sûr qu'il a le mien. On va discuter. Aujourd'hui, je suis serein, je n'ai pas dépensé 800 millions. Didier Quillot nous disait que les GAFA allaient venir, il s'est trompé. Je n'avais peut-être pas tout compris, mais visiblement lui non plus. En coulisses, Saada active ses réseaux politiques. Le samedi suivant, à la mi-temps de la finale de Top 14, il s'entretient avec Emmanuel Macron. Le message qu'il fait passer au président de la République est subtil. Attention,
Ces investisseurs étrangers sont instables, Mediapro n'aura pas d'exposition, le foot français est en danger. Pour les dirigeants de la Ligue et les présidents de club, c'est l'euphorie. Ils sont persuadés d'avoir trouvé en Mediapro un partenaire en or massif. Le groupe affiche 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et vient d'ouvrir son capital à un fonds chinois, Orient Antai Capital. La fable est belle, on raconte que ce fonds est piloté par la province de Shanghai, donc indirectement par l'État chinois, et le président Xi Jinping, lui-même grand fan de foot. Aveuglé par les promesses, personne ne pose les questions qui fâchent. Personne ne s'inquiète de l'absence de garantie bancaire. Le cabinet Clifford Chance a assuré que la garantie de l'actionnaire suffisait, une erreur fatale. Mais pourquoi personne n'a rien vu? Vincent Tong Kuong se souvient de cette période d'euphorie. Selon lui, l'appât du gain a totalement aveuglé les dirigeants de clubs, prêts à croire n'importe quelle promesse. Si on met en parallèle avec ce qui s'est passé avec Mediapro, les gars, ils ont tourné le dos à Canal+, pour une boîte. Moi qui travaille toujours dans l'univers des droits de télé, où tout de suite j'ai appelé des gens et j'ai dit, vous savez avec qui vous avez signé quand même? Donc voilà, pour des montants considérables, avec un actionnaire chinois. Je dis, vous pensez que l'actionnaire chinois, quand vous allez devoir aller chercher l'argent en Chine, il va... Donc ils ont, par l'appât du gain, la cupidité, ils n'ont pas eu ce raisonnement de se dire, non mais attends, il y a un truc qui va pas, en fait. Le réveil va être brutal. En août 2020, la chaîne Téléfoot est lancée, mais dès le départ, tout va mal. Le prix de 25 € par mois est jugé trop cher, la distribution est chaotique, Canal+ refuse de distribuer la chaîne. Et puis, le piège se referme. En octobre 2020, coup de tonnerre. Mediapro ne verse pas sa traite de 172 millions d'euros. En décembre, rebelote, la traite de 153 millions d'euros est impayée. Le roi est nu, Romero Ress, réputé arrogant, a mal évalué le marché français. Son actionnaire chinois qu'on disait si solide refuse de remettre au pot. Pour les clubs, c'est la panique absolue. Eux qui avaient déjà dépensé cet argent virtuel se retrouvent avec un trou béant dans la trésorerie. Il manque 200 millions d'euros dans les caisses. La Ligue doit contracter un prêt d'urgence auprès de la banque JP Morgan pour éviter les faillites en cascade. Finalement, le 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre siffle la fin de la partie. L'accord est terrible mais nécessaire. Mediapro rend les droits et s'en va en versant une indemnité de 100 millions d'euros. Une goutte d'eau par rapport aux milliards promis. Le football français se retrouve sans diffuseur et au bord du gouffre. Et c'est à ce moment précis qu'un diffuseur revient. Celui qu'on avait enterré trop vite, celui qu'on avait humilié en 2018. Canal+. Non pas en sauveur charitable, la chaîne récupère les droits jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 pour une bouchée de pain et à ses conditions. Mais très vite, la chaîne cryptée reçoit de nouveau un coup de couteau dans le dos de la part de la Ligue. Cette dernière ne remet en jeu que les lots abandonnés par Mediapro et refuse de toucher au fameux lot 3, les 2 matchs détenus par beIN et sous-licenciés à Canal pour 332 millions d'euros. Le vendredi 11 juin 21, c'est le jour du verdict. Tout le monde s'attend à un accord de raison entre la Ligue et le duo Canal-beIN. Et là, c'est le tremblement de terre. Un nouvel acteur fait irruption sans prévenir. Amazon. À la surprise générale, le géant américain rafle la mise via Prime Video. Pour 250 millions d'euros par an, Amazon récupère 80% de la Ligue 1. C'est une entrée fracassante, le streaming devient la norme, une première historique. Mais à Boulogne-Billancourt, au siège de Canal+, c'est la stupeur, puis la fureur. Maxime Saada sort sa calculatrice et le constat est insupportable. Amazon va payer 250 millions pour l'essentiel du championnat, alors que Canal est censé payer 332 millions pour seulement 2 matchs. L'humiliation est totale, Canal+ paye plus cher pour avoir moins. La chaîne annonce son retrait immédiat, refusant d'honorer son contrat. Sauf qu'elle est piégée. Liée juridiquement à beIN Sport par un accord de sous-licence, Canal+ ne peut pas partir. Les tribunaux tranchent, la chaîne est condamnée à diffuser et à payer jusqu'au bout du contrat, en 2024. Elle le fera, mais en assurant le service minimum, traitant ce produit qu'elle a tant aimé comme un fardeau. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Quand la Ligue lance son nouvel appel d'offres en septembre 2023, Maxime Saada tient parole. Dans un courrier glacial, il annonce que Canal+ ne participera pas. Pas d'offre,
pas de négociation. Pour la première fois depuis 1984, le partenaire historique se retire définitivement du jeu. La Ligue, dirigée par Vincent Labrune, pense alors trouver son salut auprès d'un nouvel acteur, DAZN, le Netflix du sport. La Ligue rêve encore du milliard, tente de bluffer, menace de créer sa propre chaîne, mais personne ne tremble. Ni Canal+, ni Amazon ne surenchérissent. DAZN l'emporte finalement, mais à un prix bien inférieur aux espérances. Et sur le terrain, c'est la douche froide. Avec un abonnement fixé à près de 30 € par mois, la colère des fans est immédiate. Le boycott s'organise, et le vrai vainqueur de cette séquence, c'est le piratage via l'IPTV et Telegram. L'équation économique devient intenable. Au bout d'un an seulement et avec à peine 500 000 abonnés, DAZN jette l'éponge et active sa clause de sortie. C'est le scénario catastrophe. Pour la première fois de son histoire, la Ligue n'a plus aucun diffuseur. Dos au mur, elle n'a plus le choix. Elle doit lancer sa propre chaîne. Commercialement, le pari est réussi. Avec un tarif agressif de 14,99 € par mois, Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés en un mois. Mais financièrement, c'est une révolution brutale. La ligne des recettes droits TV affiche désormais 0 € garanti. Les clubs n'ont plus de rente fixe, ils assument l'intégralité du risque commercial. Ce lancement solitaire sonne comme un retour forcé à la raison. Pour Sébastien Dourvert, le foot français a surtout évité le pire. On a vraiment frôlé la cata. Je crois qu'on a vraiment frôlé la cata et qu'on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que le ballon d'or est au PSG. On voit que le PSG est l'équipe de France, nous, dans nos têtes. Mais on a frôlé la cata sur le foot. Je ne sais pas si le public s'en rend compte. Heureusement que ça se finit bien. On a frôlé un truc pire que ce qui a pu arriver au championnat d'Italie, par exemple. Estimons-nous heureux, a priori, mais c'est encore très fragile, je pense. Ce modèle sera-t-il pérenne ? L'avenir le dira. De son côté, Canal+ a tourné la page en misant tout sur la Ligue des Champions. L'ironie ultime de cette saga, c'est qu'à force de courir après le milliard, le football français se retrouve aujourd'hui sans le moindre euro garanti. Aujourd'hui, le marché a peut-être simplement dit stop, après avoir vu tant d'acteurs, de Canal+ à DAZN, saigner des centaines de millions. Les diffuseurs ont décidé qu'il était temps de fermer le robinet. Et c'est là que notre histoire s'achève, sur une question que le football français n'a toujours pas résolue. Ligue 1, qui veut perdre des millions ? C'était le 3e épisode d'Encyclomédia. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du foot business. Le 3 janvier, on reviendra avec nos experts sur les 40 ans de droit TV, avec un focus sur les crises que la Ligue 1 a connues ces dernières années, avec des témoignages inédits avant d'attaquer un tout nouveau sujet. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous le 31 janvier, ici même sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Merci à l'ensemble de nos intervenants pour leur éclairage précieux, ainsi qu'aux équipes de Radio Campus Paris. Cette émission est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, et d'ici là, continuez à décrypter les médias sur notre site internet encyclomedia.fr et sur nos réseaux sociaux. Très bonne soirée sur notre antenne.